Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, bien sûr, si vous appréciez mon travail. Et concernant les dons, pour les donateurs réguliers, eh bien vous pouvez parler avec moi directement, me poser directement vos questions et j'y répondrai du mieux que je le peux et de manière extensive, bien plus précise que les informations que vous avez dans mes vidéos, bien sûr. Bref, en tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, on va parler de la Syrie et on va parler des derniers événements qui se sont très très vite précipités, le pourquoi du comment de la chute de Bachar al-Assad, qui perd et qui gagne, et enfin quel avenir pour la Syrie, bien sûr. Donc là, les événements, comme je le disais, se sont précipités, tout est arrivé en quelques jours à peine, alors qu'on s'attendait à un dénouement bien plus long. Alors, que s'est-il passé? Quel a été l'événement déjà déclencheur de tout cela? Bah, bien entendu, ça a commencé par la prise d'Alep, par le mouvement djihadiste HTS, dont le leader est Al-Jolani. Donc ce chef de HTS, donc un groupe djihadiste, déjà, qui c'est ce Al-Jolani? Donc ce chef vient de l'État islamique, mais aussi d'Al-Qaïda, donc il a fait allégeance aux deux. Et après, aux dernières nouvelles, il était plus Al-Qaïda que État islamique. Mais bon, en gros, c'est un véritable djihadiste. Alors, c'est pas un chef comme ça qui a été conseillé vite fait, qui a décidé de prendre les armes. Non, 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 du tout. Lui, c'est un ancien. Lui fait partie des infrastructures de l'État islamique et d'Al-Qaïda, donc il a un rôle absolument central. Donc c'est un véritable islamiste et qui n'a jamais aimé les Alaouites d'ailleurs. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Bachar el-Assad était un Alaouite. Alors bien évidemment, comme tout bon djihadiste salafiste, lui, il n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas les chiites et il n'aime pas les Alaouites, bien sûr. Alors là, ce chef, donc Al-Jolani, est un véritable terroriste officiellement, reconnu comme tel par la Russie, par les États-Unis, bref, un peu par le monde entier. Et ce Al-Jolani a même passé 5 ans dans les prisons américaines. Et le FBI a mis une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Et pourtant, peu de temps après la prise d'Alep, eh bien, il est interviewé par CNN. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, on apprend que c'est un djihadiste gentil. Et oui. Donc, on lui a donné les mêmes habits que Zelensky. Bah oui, il allait pas s'habiller comme un djihadiste devant les caméras de CNN. Et donc, évidemment, les questions de CNN ont été fort sympathiques. Alors, je ne comprends pas, puisque, encore une fois, pour les États-Unis, l'Europe, la Russie, même la Russie, hein, eh bien, il est considéré comme un terroriste, il y a 10 millions de dollars sur sa tête, et pourtant, il est interviewé comme si rien n'était, comme si c'était quelqu'un de très fréquentable. Eh bien, il est interviewé comme ça, de manière très naturelle. Encore une fois, les questions sont relativement sympathiques. Et donc là, ce Al-Jolani nous explique le plus naturellement du monde que sa phase de djihadiste extrémiste ou qui massacrait tout le monde, eh bien, c'est une phase qui lui est passée. Vous savez, un petit peu comme les adolescentes avec leur période gothique. Eh bien, lui, il explique que c'est à peu près la même chose.
C'est une phase, une mode qui lui est passée, et maintenant il va devenir gentil, inclusif, tolérant, etc., etc. Alors évidemment, on a peine à y croire, on aimerait le croire, nous verrons bien, mais on a quand même grand peine à y croire. Moi, personnellement, je n'y crois pas, c'est juste le temps qu'il s'implante, mais cela ne reste que mon avis. Et une fois qu'il sera bien implanté, ben, là, évidemment, il va devenir le véritable djihadiste qu'il est. Surtout que au niveau de l'histoire, eh bien, on a connu la même chose avec les talibans. Hein, les talibans, à un moment donné, on les a dépeints comme étant, bon, ça y est, maintenant, ils vont devenir gentils, et ils vont devenir des talibans inclusifs. Et puis au final, on voit ce que ça donne en Afghanistan une fois qu'ils sont bien implantés et qu'ils ont les coudées franches. Donc pour moi, ça c'était uniquement un coup de communication orchestré par les Américains, bien sûr, mais faut pas oublier que ce Al Jolani qui fait partie de la mouvance HTS, lui, il n'est pas parti comme ça tout seul pour la prise d'Alep. Il a eu l'aide de qui? Ben, principalement des Turcs, puisque c'est Erdogan qui a décidé de faire cette prise d'Alep. Et Erdogan, la Turquie, qui était le principal acteur, a été aussi aidé par Israël. Et oui, parce que Erdogan, il a beau hurler contre Israël pour la Palestine, il a beau dire qu'il y a un embargo avec la Turquie-Israël, en réalité, il n'en est rien. Erdogan a trahi tout le monde, je dis bien tout le monde, mais il n'a jamais trahi Israël, avec qui il y a des liens commerciaux forts et peut-être même des liens un petit peu plus personnels. Alors là, c'est moi qui m'avance et qui fait une spéculation comme ça. Mais en tous les cas, ben, Israël en a profité, Israël a lancé des missiles, a lancé des drones, bref, a lancé des forces pour aider la Turquie afin qu'Alep soit prise. Alors évidemment, Israël a bien compris quel était son avantage à aider la Turquie ici, tout comme les États-Unis, bien sûr. Et là, on se dépêche de faire des coups comme ça en Syrie. En fin de compte, en réalité, un coup d'État indirect, pourrait-on dire, avant que Trump n'arrive au pouvoir, car Trump a réitéré le fait que lui, il allait enlever toutes les troupes américaines de Syrie, parce que ça coûtait trop cher, qu'il y a quand même des morts au niveau des GI en Syrie, et qu'en plus de cela, bah, évidemment, c'est une ingérence grossière depuis 2011 en Syrie, car Trump, lui, l'avait dit lors de sa présidence à la Maison-Blanche, pour lui, la Syrie, c'est les puits de pétrole. Et c'est tout, c'est prendre le pétrole. En même temps, les Américains prennent le blé et d'autres céréales à la Syrie pour l'affaiblir au maximum, comme je vous l'avais expliqué avec des cartes. Hein, j'avais fait une vidéo précédemment sur la Syrie assez précise avec des cartes pour vous brosser le portrait général des antagonistes et de la Syrie. Donc je vous conseille de voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc là, Israël, évidemment, est un antagoniste extrêmement présent en Syrie, surtout là en ce moment. Bien évidemment. Donc, on a les trois antagonistes contre Bachar el-Assad, les antagonistes principaux, c'est-à-dire la Turquie, qui est le plus grand antagoniste contre Assad. Ensuite, on a les États-Unis et aussi Israël. Et donc ces trois antagonistes en profitent. Alors maintenant, les soutiens de Bachar al-Assad, bah, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, on a les principaux, l'Iran, le Hezbollah et la Russie, bien sûr. La Russie qui avait
beaucoup participé à aider Bachar el-Assad principalement en 2015, et il a sauvé la présidence de Bachar el-Assad, pour ne pas dire la Syrie dans son entièreté, qui tombait entre les mains des Américains s'il n'y avait pas eu la Russie. Hein, la Russie qui avait aidé Bachar el-Assad exactement comme elle avait aidé Maduro au Venezuela. Donc là, les antagonistes sont très nombreux. Alors évidemment, là on a parlé des principaux, mais il y a aussi les djihadistes. La multitude de groupes djihadistes, il y en a beaucoup. Donc le groupe HTS avec le chef Al-Jolani était le groupe le plus imposant à Idlib, parce que c'est à Idlib qu'il y avait les groupes djihadistes. On va dire la plus grande concentration de groupes djihadistes, c'était à Idlib, et c'est le groupe HTS qui, au final, avec le temps, est devenu l'éminence là-bas, le groupe le plus puissant. Et c'est pour ça que c'est lui qui a fait cette attaque sur Alep en premier lieu. Mais faut pas oublier qu'à Idlib, et même les groupes djihadistes satellites autour de HTS sont très disparates. Il y a des anti-Assad, mais il y en avait même des pro-Assad. Alors une très très petite minorité qui a été vite balayée. Mais en tous les cas, il y a des groupes disparates qui n'ont pas la même politique que HTS. Donc quand la poussière va retomber, le groupe HTS, euh, dont le chef Al-Jolani est devenu le chef tout-puissant que personne ne peut contrecarrer, apparemment, maintenant tout du moins, eh bien il va avoir de gros soucis diplomatiques au sein de la Syrie afin de faire tourner tous ces groupes djihadistes, peut-être pas en harmonie, mais tout du moins sous sa houlette, et il va avoir beaucoup de mal de se faire obéir. Tout du moins, c'est ma supposition à moi, d'après tout ce que je sais des autres groupes qui ont des vues, encore une fois, certains tout du moins ont des vues très divergentes sur comment gouverner sur la Syrie. Nous verrons bien. Alors maintenant, on va aller dans la profondeur, puisque là, au niveau de ce qui s'est passé, vous l'avez vu dans les médias, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. HTS a pris Alep, très vite a pris Hama, ensuite Homs et Damas. Donc ça s'est fait extrêmement rapidement. Alors comment ça se fait que ça s'est fait extrêmement rapidement alors que lors de la prise d'Alep, où en gros la moitié de la prise d'Alep avait été prise par HTS, il y avait un flottement où personne ne savait comment ça allait se passer, puisque la Russie avait envoyé des chasseurs bombardiers, avait bombardé Alep et ses alentours, avait même envoyé une force de Wagner ainsi qu'un petit groupe de pilotes de drones et de drones. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, quand la Russie est intervenue, eh bien, elle a vu que, il n'y avait aucune réaction concernant les soldats syriens de Bachar el-Assad. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quant à la Russie? Ben, la Russie a dit, ah bon, dans ces cas-là, nous, on se retire. Et en réalité, la force HTS, qui a pu aller de victoire en victoire, s'explique tout simplement par le fait qu'il n'y avait aucune résistance de l'armée syrienne. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris qui explique cela d'un expert syrien en géopolitique? Eh bien, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'en fait, Bachar el-Assad a tout d'abord ordonné à ses troupes syriennes de ne pas résister et concernant Alep et de se replier sur Hama.
Ensuite, quand HTS est arrivé sur Hama, nouvel ordre de Bachar el-Assad pour dire bah non, allez sur Homs. Et enfin, quand les troupes syriennes de Bachar el-Assad sont se retrouvées sur Homs et que HTS les ont suivis, eh bien Bachar el-Assad leur a dit, eh bien, écoutez, maintenant on arrête tout, vous vous habillez en civil et c'est la fin. Voilà, j'arrête tout. Alors, c'est ce que moi j'ai lu. Alors, je ne peux pas le confirmer. Ça vient d'un spécialiste syrien qui est né à Alep. Bon, il est très proéminent, très, il est interviewé dans beaucoup de podcasts sur Internet. Apparemment, donc Korva Almasi, il s'appelle Almassian, pardon. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas vérifier ses dires. Il a l'air d'être pris pour quelqu'un de très sérieux, donc je vous répète ce qu'il lui a dit et qui est pris comme quelque chose de très sérieux par tous ceux qui l'interrogent. Et ceux qui l'interrogent sont assez éminents en géopolitique sur Internet. Bon, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais ça me paraît cohérent avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en réalité, Bachar el-Assad a complètement laissé tomber son pays. Alors maintenant, il y a eu des prémices. Alors il y avait des prémices que déjà je vous avais soulignées concernant par exemple quand il y a eu la grande réunion à Kazan, où il y avait tous les membres des BRICS, où la Russie attendait Bachar el-Assad et Bachar el-Assad n'est pas venu. Alors déjà, ça m'avait mis la puce à l'oreille quant à la Syrie, mais attendez, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai été très surpris de ce qui s'est passé en Syrie. Je ne m'attendais pas du tout à un abandon total de Bachar el-Assad pour la Syrie. J'ai été très surpris. J'ai rarement été très surpris en géopolitique depuis les presque 25 ans que j'étudie la géopolitique. La dernière fois où j'ai été réellement surpris, c'est lors de l'élection de Donald Trump en 2016. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Bah, d'un autre côté, quand vous passez des heures par jour à étudier la géopolitique mondiale, c'est très dur d'être surpris. Bon, bah, là, j'ai été vraiment surpris parce que tout s'est fait en catimini, dans les coulisses du pouvoir. Donc, évidemment, quand c'est pas dans un média ou quand il n'y a pas un spécialiste qui dit c'est passé ci, c'est passé ça, bah, on est dans l'ignorance. Et évidemment, là, on peut être surpris. Là, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai été d'abord très surpris que bon, la Russie a envoyé des forces, ça, c'était évident, la Russie l'avait annoncé. Par contre, là où j'ai commencé à être surpris, c'est quand j'ai vu que la Russie n'envoyait plus de forces. Elle avait fait des bombardements, envoyé Wagner et avait retiré ses troupes. Là, là j'ai été surpris. Ensuite, quand HTS est avancé rapidement, sans même, pour ainsi dire, tirer un coup de feu, et que en fait, ils n'avaient aucune résistance devant eux, là, à partir de là, j'avoue, j'ai été complètement surpris, je ne savais que penser. J'étais dans le noir absolument total. Alors après, quand j'ai vu ce podcasteur syrien spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, lui-même syrien né à Alep, qui donne toutes ces explications, bah là ça m'a paru cohérent et va très bien avec toutes les informations que moi j'avais eues avant et qui maintenant deviennent claires me concernant. Je ne peux rien affirmer, je ne peux pas dire que je détiens la vérité, je n'en sais rien, mais en tous les cas, moi je vais vous donner là un tout cohérent euh, par rapport à ce qu'on voit et les spécialistes que j'ai entendus.
Donc le fait que Bachar el-Assad ne soit pas venu à la grande réunion des BRICS, déjà, j'ai su qu'il se passait quelque chose, je ne savais pas quoi à ce moment-là. Je savais que la Russie n'était pas contente quand Bachar el-Assad n'était pas venu. Ensuite, alors là, par contre, je vous l'avais annoncé il y a 5 jours lors de ma vidéo sur la Syrie. Je vous avais dit il y a 5 jours dans ma vidéo sur la Syrie que Bachar el-Assad avait refusé à maintes reprises les demandes d'Erdogan afin qu'il se voie pour parler. Je vous avais dit que Vladimir Poutine avait demandé à Bachar el-Assad à plusieurs reprises de rencontrer Erdogan afin d'assouplir les relations. Et juste après, tout d'un coup, il y a eu cette attaque terroriste des djihadistes montée par Erdogan lui-même, donc par la Turquie, aidée, comme je vous l'ai dit, d'Israël et petitement des Américains. Alors au début, c'était petitement par Israël, hein. Lors de la prise d'Alep, Israël est intervenu, mais petitement. Par contre, le lendemain et les jours qui ont suivi, Israël a fait des bombardements, en a profité à fond. Ça s'est fait très 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 soudainement, et là, il y a eu une plus grande participation d'Israël, et puis on va comprendre pourquoi après. Donc, Bachar el-Assad avait ignoré les pressions de Vladimir Poutine qui lui demandait de rencontrer Erdogan. Et l'Iran, Pazeshkian, le président iranien, avait demandé à Bachar el-Assad lui aussi de voir Erdogan. Et Bachar el-Assad a fait la sourde oreille. Et donc là maintenant, on a fait le comment. Maintenant, on va passer plus au pourquoi. Donc, Bachar el-Assad, si j'ai envie de vous dire, il l'a bien cherché. Parce que si on pouvait résumer cette vidéo en une phrase, c'est Bachar el-Assad l'a bien cherché. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça paraît un peu méchant, et surtout étant donné tout ce qu'a fait Bachar el-Assad pour son pays quand il a succédé à feu son père, Hafez el-Assad. Tout ce qu'il a fait pour son pays c'est énorme. Bachar el-Assad, véritable patriote, je vous rappelle que c'est un ex-médecin. Il était médecin, Bachar el-Assad. Donc c'est quelqu'un qui humainement a des très bonnes accointances avec son peuple, très aimé, Bachar el-Assad, très aimé de son peuple. Alors évidemment, ça va à l'encontre absolue de tout ce que vous entendez dans les médias. Évidemment, il y a une diabolisation terrible de Bachar el-Assad dans les médias, et évidemment avec le gazage, le gazage qui est attribué à Bachar el-Assad. Là, on atteint un pic de désinformation absolument incroyable. Évidemment, le peuple syrien, lui, ne s'en laisse pas compter. Bachar el-Assad a pu redresser, alors pas son pays, mais il a pu tenir bon de 2011 jusqu'en 2019. Et donc 2011, coup d'État contre lui, fomenté par les Américains, Israël, la Turquie et les pays arabes, hein, dont l'Arabie Saoudite et le Qatar, hein, principalement, contre Bachar el-Assad. Donc il avait tout contre lui. 80% de son pays était entre les mains des djihadistes. Alors là, je vous fais un mélange, hein. 80% de son pays était pris par les djihadistes, les Américains, les Turcs, les Kurdes. Bref, c'était une véritable horreur. La Russie est intervenue parce qu'elle a des intérêts en Syrie. Et grâce à la Russie, en 2015, Bachar el-Assad est victorieux. Victorieux en 2019. Voilà, donc il y a eu une guerre de 4 ans énorme, et ça a été terrible, et une désinformation absolue, une diabolisation
absolue de Bachar el-Assad par les médias occidentaux, exactement comme on a fait avec Ceausescu, avec Milosevic, avec Bachar el-Assad, avec Saddam Hussein, avec Muammar Kadhafi. On a fait exactement le même scénario, toujours le même, c'est toujours le même modus operandi de la CIA, c'est toujours la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une méthode qui fonctionne. Donc oui, tout ce que je vous dis va totalement à l'encontre de ce que vous entendez dans les médias. Alors, bien sûr, Bachar el-Assad, lui, ce qui a fait que ça a péché, et c'est pour ça que je vous dis que c'est de sa faute au final, c'est qu'il a eu un cadeau absolument extraordinaire qui lui a été offert par les Russes. Alors au début, Bachar el-Assad s'en sort bien, il joue bien ses pions. Il va voir les pays arabes, il se rabiboche avec eux. Lui qui était vu depuis 2011 comme un paria par les pays arabes, revient en bonne grâce, revient dans la Ligue arabe, et ce, malgré des sanctions qui ont commencé en 2011, qui ont écrasé son pays, et les sanctions de 2019 américaines, qui ont mis son pays à terre, hein, puisque les sanctions de 2019 qui se sont accumulées avec celles de 2011 ont été terribles, absolument terribles, plus les Américains qui volent le pétrole et le blé de la Syrie depuis 2019 et qui fait une contrebande via des centaines et des milliers de camions par l'Irak, puisqu'ils volent le pétrole et le blé en Syrie, c'est ensuite convoyé en Irak, et de l'Irak ensuite c'est distribué là où ça les arrange. Voilà. Et sans compter évidemment le plateau du Golan, hein, occupé après la guerre des 6 jours par Israël. Donc 67. Après 67, donc les Israéliens occupent le plateau du Golan et annexent carrément le Golan en 1981. C'est, on peut dire, officiel. Malgré les hurlades des Nations Unies, parce que évidemment, tout ce qui se passe en Syrie, avec les Kurdes, les Turcs qui s'invitent carrément comme ça en Syrie, l'ingérence américaine, tout ça, ça s'est passé sous silence. Les Nations Unies ont hurlé un petit peu quand Israël a envahi le Golan. Alors il y a quand même eu un traité entre Israël et la Syrie, donc avec le père de Bachar el-Assad, Hafez, en 1974, pour qu'il y ait une sorte de zone neutre sur le Golan, entre Israël et la Syrie. Là, évidemment, Israël, maintenant qu'il n'y a il y a plus Bachar el-Assad, là, présentement, au moment où je vous parle, Israël en profite pour envahir tout le reste du Golan. Là, il n'y a plus de gants, ils ne respectent plus rien. Qui va arrêter Israël, vous allez me dire? Absolument personne. Voilà. Je tenais à le dire, hein, quand même, à souligner ce fait-là. Donc, disais-je, Bachar el-Assad, il l'a un peu cherché. On lui offre une victoire éclatante en 2019, grâce à la Russie, disais-je. Et que fait-il? Bah, au début, il la joue très bien avec les pays arabes. Il arrive à renouer avec tout le monde, mais, malgré les insistances pendant des années de la Russie, il ne veut pas parler à Erdogan, qui est quand même l'acteur principal le concernant en Syrie. Je vous mets de côté les Américains. Évidemment, si la Syrie pouvait récupérer ses puits de pétrole, son blé, etc., ça changerait absolument tout pour la Syrie. La Syrie se redresserait en un éclair, prospérerait même, mais bon, les Américains
font ce qu'ils veulent. C'est la loi du plus fort dans le monde, comme ça a toujours été. Les Américains peuvent tout faire, ils peuvent créer des guerres, comme ils l'ont créé en Irak, la guerre de Yougoslavie, la Libye, le Soudan, la Syrie, là, etc. Les Américains, c'est comme les Israéliens. S'ils peuvent le faire, ils le font, personne ne va rien dire. Bon bref, eux, ils sont hors concours. Mais l'acteur principal en Syrie, c'était la Turquie. Turquie qui était, en parlant d'Erdogan, très bon ami de Bachar el-Assad avant 2011, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Et comme je le disais aussi dans la précédente vidéo, n'oublions pas qu'avant 2011, la famille, une fois, c'est arrivé que la famille de Bachar el-Assad parte en vacances avec la famille d'Erdogan. Ils sont partis en vacances ensemble, pour vous dire qu'ils s'entendaient très bien. Ensuite, il y a eu l'immense traîtrise de la Turquie en Syrie, qui a carrément amené son armée turque en Syrie pour combattre les Kurdes. Kurdes qui étaient les alliés, qui sont les alliés des Américains. Bref, Erdogan fait du Erdogan, il joue double jeu selon son intérêt, il trahit absolument tout le monde. Et depuis toutes ces décennies, Erdogan n'a jamais trahi Israël. Je le répète, c'est important. Erdogan joue un double jeu en permanence. Je tiens à rappeler ce fait-là. Donc Bachar el-Assad, malgré les conseils très insistants de Vladimir Poutine, ne veut pas parler à Erdogan. Et en plus, Erdogan, qui lui demande à plusieurs reprises, à maintes reprises même, de le rencontrer pour parler, eh bien Bachar el-Assad ne veut rien savoir. Donc le fait qu'il soit têtu, qu'il ne veuille rien entendre, ça a été un facteur de sa perte. Le plus grand facteur de sa perte, car Erdogan est un très fin diplomate, très cultivé, en plus un occidentaliste, hein, il a fait ses études à l'étranger, c'est quelqu'un de très fin, de très intelligent. D'ailleurs, sa femme, il l'a rencontrée à Londres, hein, d'ailleurs. Bref, Bachar el-Assad, très fin diplomate, quelqu'un qui peut être absolument charmant avec tout le monde. En fait, il est en réalité apprécié de tous, en réalité. Alors, ça, c'était avant les soi-disant le fait qu'il ait gazé son peuple, ça c'est gazé son propre peuple. Ça a été bien sûr démystifié, et les premiers à avoir démystifié, à avoir montré le mensonge, ce sont des professeurs du MIT qui ont mené leur enquête et qui en réalité ont prouvé que Bachar el-Assad n'y était absolument pour rien. Et en plus, moi j'avais vu des reportages de la BBC qui étaient complètement truqués avec des écrans verts, et ça a été malheureusement pour eux filmé, c'était partout sur YouTube. Évidemment, maintenant c'est parti du YouTube. Mais malheureusement pour la BBC, moi à l'époque j'avais fait des vidéos avec justement ces extraits qui n'auraient pas dû rester sur YouTube. Moi je les avais enregistrés, j'avais fait des vidéos. Vous pouvez voir tout cela, toutes les preuves, avec bien d'autres preuves, dans mes vidéos sur Odyssée. Odyssée qui est ma chaîne de référence, celle qui n'est pas censurée, celle où il y a toutes mes vidéos. Hein, ma chaîne YouTube ayant été déjà supprimée, qui s'appelait Analyse du Monde, elle a été supprimée il y a 1 an et demi. Réinformation sur le monde, c'est ma nouvelle chaîne. Bref, disais-je, donc Bachar el-Assad l'a bien cherché, car il n'a pas écouté les conseils de l'Iran, surtout de Vladimir Poutine qui lui répétait depuis des années, et il n'a pas voulu écouter Erdogan. Alors peut-être que de toute manière, rien de concret serait sorti de réunion avec Bachar el-Assad et Erdogan, mais au moins il y aurait eu un canal de communication.
Et Erdogan, ça c'est mon sentiment, mais j'en suis persuadé, le fait que dernièrement il ait encore refusé de voir Erdogan, il y a quoi, 2 semaines à peu près, 2, 3 semaines, où Erdogan lui avait demandé de le voir pour parler de la situation de la Syrie, eh bien je pense que ce Erdogan, qui a un ego démesuré, je suis intimement persuadé que cela a profondément vexé Erdogan, que Bachar el-Assad voit tous les pays arabes, voit tous les chefs d'État arabes sauf lui. Je pense que Erdogan l'a très mal pris. Et en réalité, Vladimir Poutine aussi a du mal le prendre. Déjà le fait que Bachar el-Assad ne soit pas venu à Kazan lors de la grande réunion des BRICS, il était attendu, il n'est pas venu. Alors je suppose que Bachar el-Assad ne soit pas venu à Kazan tout simplement pour ne pas voir Erdogan, pour ne pas avoir à lui parler. Ça, j'en suis convaincu. Et le fait qu'il ait refusé de voir Erdogan, pour Erdogan, ça a été l'humiliation de trop. Alors que je le répète, je le répète, je le répète, Erdogan lui-même, qui était un, entre guillemets, véritable ami avec Bachar el-Assad il y a bien des années, certes, une dizaine d'années, plus de 10 ans, avait voulu, a voulu à maintes reprises demander à voir Bachar el-Assad, qui a toujours refusé. Bachar el-Assad qui est Erdogan du fait de ses multiples trahisons et principalement celle de 2011, bien sûr. Donc Erdogan, Bachar el-Assad aurait dû tout du moins garder un canal de communication avec Erdogan, aurait dû le voir, écouter ce qu'il avait à dire, essayer d'arrondir les angles. Son pays est tellement dans la misère à cause des sanctions américaines, à cause que les Américains prennent son pétrole, son blé, à cause du fait que son peuple est divisé. Il y a les pro-Bachar el-Assad, les anti-Bachar el-Assad, du fait qu'il y a tous ces groupes djihadistes qui gangrènent son pays. Alors oui, tout ça sont des bonnes excuses pour Bachar el-Assad, du fait qu'il n'ait pas pu redresser son pays. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que Bachar el-Assad, il avait tous ces fardeaux à porter qui semblent impossibles à retirer. Certes, mais il y a d'autres pays. Regardez par exemple la Palestine, regardez Gaza qui, malgré des bombardements israéliens absolument gigantesques, bien plus que ce qu'a subi en réalité la Syrie. La Palestine a pu trouver des moyens de contournement. Regardez l'Iran, malgré les embargos, malgré les sanctions américaines, l'Iran a pu trouver des moyens. Comme la Russie a pu trouver des moyens. Les sanctions n'ont jamais arrêté un pays en réalité, un pays qui veut vraiment s'en sortir. Sans compter que Bachar el-Assad avait tout pour lui, pour essayer de s'en sortir. Il avait tout d'un coup, alors le soutien, le mot est bien gros, mais voilà, il était vu maintenant d'un plus ou moins bon œil par l'Arabie Saoudite et le Qatar qui étaient contre la Syrie avant. Donc, Qatar, Arabie Saoudite, qui aidait les sunnites djihadistes contre Bachar el-Assad, qui lui aidait les chiites, bien sûr, et les alaouites, puisque Bachar el-Assad est un alaouite. Donc, tout ça, il aurait pu, donc disais-je, il avait la Ligue arabe avec lui. Alors avec lui, diplomatiquement tout du moins. Peut-être pas concrètement, mais diplomatiquement, ça y est, la Ligue arabe, les autres pays arabes voulaient une renormalisation avec la Syrie. Voilà, ça y est, c'était bon pour lui. Donc ça, c'était une grosse chose de fait. Avec l'Iran, très bien. Avec la Russie, très bien. Et il avait un autre allié de poids qui s'est ajouté avec la Chine. Ça se passait très bien avec la Chine. La Chine avait des projets pour la Syrie. Et là,
il y a eu une grosse délégation chinoise il y a quelques temps, je me souviens, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une grosse délégation chinoise pour des projets avec la Syrie. Eh bien, il ne s'est rien passé. Bachar el-Assad n'a rien conclu avec la Chine, rien, il a rien signé, il a rien fait avec les Chinois. Et ça, c'est le problème avec Bachar el-Assad, c'est que non seulement politiquement, alors que c'est un fin politicien, il aurait pu faire très fort, créer des liens. Pareil, la Russie, il y a eu des délégations russes qui sont venues depuis des années pour faire des accords commerciaux avec la Russie, portuaire. La Russie lui a dit, mais comme t'as plus le pétrole, t'as plus tout ça, essaye de te lancer dans l'agriculture. Nous aussi, on peut t'aider, on peut te conseiller. On peut aussi faire ouvrir le tourisme dans ton pays. Il y a beaucoup de Russes qui seraient intéressés pour venir en Syrie. Et voilà, au lieu qu'ils viennent en Turquie, parce qu'il y a énormément de Russes qui viennent en Turquie, eh bien ils viendraient chez toi, ils investiraient chez toi. On investirait le tourisme par exemple chez toi. Et Bachar el-Assad avait refusé. Et pourquoi il avait refusé? Alors certes, sa raison était plus ou moins légitime. C'était, il ne voulait pas que la Syrie, que ça soit avec la Turquie, que ça soit avec la Chine, que ça soit avec avec la Russie, que la Syrie perde sa souveraineté. Il voulait que la Syrie, envers et contre tout, reste souveraine. Le problème avec Bachar el-Assad, c'est que, eh bien, il ne comprend rien à son pays. Son pays est à terre, il était à terre, et au lieu de sauver son pays, de sauver les meubles, et voir sur le long terme, voir sur le très long terme, il aurait pu redresser son pays. Il y aurait eu un investissement de la Russie, il y aurait eu un investissement de la Chine, il y aurait peut-être même eu un investissement de l'Iran, concret. Si ça se passait bien avec Erdogan, car la clé de voûte, c'était la Turquie. S'il avait pu même faire semblant avec la Turquie en disant à Erdogan, bon d'accord, ok, on va s'arranger, je vais te laisser ça temporairement, je vais te laisser la partie nord avec les Kurdes, comme ça tu pourras combattre les Kurdes, voilà, je te laisse la partie nord, mais quand les Kurdes t'auras fini avec eux, eh bien, faudra que tu t'en ailles. Il aurait pu faire des accords comme ça avec Erdogan. Erdogan aurait écouté, alors peut-être qu'il aurait trahi Bachar el-Assad, mais au moins cela aurait évité ce qui s'est passé à Alep. Ça aurait évité que Erdogan, qui en a eu marre, qui a perdu patience, arme, finance, organise HTS, car c'est ce qui s'est passé, avec l'aide évidemment de l'armement des États-Unis aussi, hein, faut dire ce qui est. Il aurait pu, et il n'a rien fait, il a été têtu, il n'a rien voulu entendre, il est resté idéologue, un idéaliste quant à son pays qui ne voulait perdre pas un pouillème de souveraineté, alors qu'il aurait dû perdre en souveraineté, voire même, j'ai envie de vous dire, carrément faire une allégeance à la Russie, comme a fait Loukachenko avec la Biélorussie. La Russie aurait été très respectueuse de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine considérait, c'est plus le cas maintenant, Bachar el-Assad comme un véritable ami. Ils s'entendaient très 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 bien. La Russie aurait été très respectueuse de la Syrie, ça se serait très bien passé. C'est vraiment, Bachar el-Assad a fait un énorme gâchis de son pays. Il aurait pu faire quelque chose, peut-être pas de grand, mais quelque chose qui aurait fait que, malgré les sanctions américaines, malgré les djihadistes, malgré les Kurdes, malgré que l'Occident ne l'aime pas,
il aurait pu s'en sortir. Et j'ai envie de vous dire même presque facilement, étant donné comment ça s'était très très bien passé pour lui avec les pays arabes, parce que évidemment il fallait être bien avec les pays arabes, avec l'Iran. Alors avec le Hezbollah, j'allais oublier le Hezbollah, bien évidemment il aurait pu s'en sortir. Alors, qui est le gagnant? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Bah, les gagnants, en premier lieu, c'est la Turquie, bien évidemment, qui s'en sort merveilleusement. Alors, gagnant comme ça, en premier lieu, mais la Turquie ne sera pas forcément gagnante plus tard. Nous verrons. Là, tous ces Syriens, ces millions de Syriens ou ces centaines de milliers de Syriens en Turquie qui auraient des velléités de revenir en Syrie, ça, je n'y crois pas vraiment. Les Syriens en Turquie, bah, évidemment, se sont installés. Pourquoi ils iraient en Syrie? Alors oui, il y en a beaucoup qui retourneront en Syrie. Vont-ils rester en Syrie? La Syrie est un pays ravagé avec des dizaines de factions djihadistes qui ne s'entendent pas. Voilà. Est-ce que Al-Jolani aura les épaules pour faire tenir tout ça? Personnellement, je n'y crois pas. Donc tous ces Syriens qui, sous le coup de l'émotion, reviennent en Syrie, vont-ils vraiment y rester? Comment vont-ils s'établir? Économiquement, je vois pas comment cela est possible, hein. Je ne vois pas du tout même. Donc tous ces Syriens de par le monde qui disent on va retourner en Syrie, je n'y crois pas. Là, c'est sous le coup de l'émotion qu'ils disent cela. Nous verrons. J'attends de voir. J'attends de voir. Donc la Turquie n'est pas prête de voir tous ces Syriens en réalité partir définitivement de Turquie. Nous verrons. Nous verrons. Bref, donc oui, la Turquie est la grande gagnante. Elle a réussi son coup. Maintenant, ben, ça coûte à la Turquie de faire tout ça. Ça coûte. Autre grand gagnant, on a Israël. Alors, Israël qui se réjouit. Alors là, le Golan, c'est bon. C'est entièrement pris et peut-être même définitivement par Israël. Donc l'Israël se réjouit. Surtout que, bon, bah évidemment, ça fout un coup au Hezbollah et donc à l'Iran. Bien évidemment. Les autres gagnants, c'est les Américains, mais alors là, c'est flou, parce que si on en croit Trump, apparemment, ça vaut pas le coup de voler le pétrole syrien. En logistique, en coût humain, et que ça coûte trop cher. Donc, Trump, apparemment, va enlever toutes ces troupes qu'on estime entre... Alors, les chiffres varient entre 1000, 1500, 2000. Personne ne sait exactement combien il y a d'Américains là-bas. Alors maintenant, qui sont les perdants? Bah, les perdants, évidemment, Bachar el-Assad, mais ça, je ne vais pas y revenir. Quel autre perdant? Eh bien, on a le Hezbollah bah, qui avait des forces en Syrie et qui permettait d'alimenter le Liban en armes via l'Iran, parce que évidemment, il y a l'Iran, donc Hezbollah perdant, l'Iran perdant, mais d'un autre côté, le Hezbollah pourra se concentrer uniquement sur le Liban, l'Iran pourra se concentrer uniquement sur la Palestine et le Liban, et non plus donner de l'argent et de l'armement en Syrie. Voilà. Donc, voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Bon, d'un autre côté, quand même, le Hezbollah et l'Iran sont clairement affaiblis. C'est sûr que là, c'est une perte, évidemment, pour l'Iran, qui pourra plus faire un petit peu ce qu'il veut quant à la logistique de l'armement pour le Hezbollah. Ça va être... bon, c'est un coup pour l'Iran, ça c'est certain. Mais l'Iran n'est pas complètement perdante, hein. C'est un coup, c'est sûr. Mais bon, l'Iran trouvera des moyens subsidiaires. Et encore une fois, ça permettra à l'Iran d'économiser en armement, en argent, en logistique, en Syrie. Bah oui, parce que c'est... Voilà, et pouvoir mettre tout cela ailleurs.
Par exemple, pour le Hezbollah au Liban, par exemple. Alors qui est perdant? Ben, on a aussi, mais moindrement la Russie. La Russie, on prend un coup, ça c'est sûr. Alors la Russie qui avait des projets pour la Syrie, avec Bachar el-Assad, sur le long terme, bah, tout ça tombe à l'eau. Alors maintenant, est-ce que la Russie est vraiment perdante? Bah, j'ai envie de vous dire non, pas du tout. Et même en réalité, étant donné les forces en action, les antagonistes, bien au contraire. Là, on a Al-Jolani qui a déclaré, parce qu'apparemment Al-Jolani là a des relations avec la Russie, apparemment il y a des pourparlers avec la Russie. Al-Jolani, donc chef du HTS, a dit que bon, qu'il voulait ne pas embêter les Russes et qu'il voulait des bonnes relations avec la Russie. Carrément. Alors maintenant, peut-on le croire? Est-ce vrai, est-ce faux? Voilà, comme sa phase d'intégriste djihadiste qui apparemment lui est passée. Peut-on le croire? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, HTS a dit qu'il ne toucherait pas à la base proche de l'attaquer, donc l'aérodrome militaire russe, et il ne toucherait pas à la base navale. euh, donc en Syrie, la grande base navale de Tartus en Syrie. Alors ça arrange bien les Russes, parce que le plus important pour les Russes, c'était la base de Tartus et de l'attaquer. Donc j'ai envie de vous dire, ça tombe très bien pour les Russes. Et les Russes qui n'auront plus, parce que les Russes avaient déployé des troupes un peu partout en Iran, donc toutes ces troupes-là vont être rapatriées pour aller aider en Ukraine. Donc j'ai envie de vous dire, là ça arrange bien Vladimir Poutine, qui n'a plus à mettre toute cette logistique, cet argent, cet armement en Syrie, à part pour défendre ce qui compte vraiment en Syrie, donc la base de l'attaquer, quoi qu'il y a à 25 km de l'attaquer, la base, l'aérodrome militaire et la base portuaire à Tartus. Donc voilà, c'est ça qui compte pour la Russie en Syrie, en réalité, d'un point de vue militaire. Et apparemment, alors d'après TASS, la base de l'attaquer et de Tartus est indemne. Il y a rien. Donc, alors maintenant, on entend dans les médias que la Russie aurait quitté la base de Tartus. Rien ne corrobore ces dires, hein. Moi, j'ai rien lu d'officiel qui dit cela. Alors, c'est ce qu'on entend dans certains médias, mais à vérifier. Donc bref, la Russie, là, en ce moment, j'ai envie de vous dire, ben, elle balaye tout ça d'un revers de main et ça l'arrange. Ça l'arrange. Elle a plus à se préoccuper de la Syrie, à part encore pour ses deux bases militaires. Elle a plus à mettre tant d'hommes, tant de logistique, tant d'argent, tant d'armement pour la Syrie qui, au final, ne lui a rien rapporté. Ça ne lui a rien rapporté à la Syrie, à part de pouvoir être un port, un pied-à-terre pour ses affaires en Afrique. Parce que oui, les bases sont très très utiles pour la Russie quant à ses mouvements stratégiques en Afrique. Donc si elle perdait toute la Syrie, dans le sens, si elle perdait ces deux bases, alors là par contre ce serait un petit peu problématique pour la Russie quand même. Alors ce serait pas une catastrophe parce que elle a des pieds-à-terre entre guillemets en Libye, mais c'est quand même, ce serait un peu ennuyant quand même. Donc si la Russie garde l'attaquer et Tartus, j'ai envie de vous dire, tout est très bon pour la Russie, qui va pouvoir se concentrer et prendre tout ce qu'elle avait en Syrie, et tout ce qu'elle donnait à Bachar el-Assad, elle va pouvoir se concentrer sur l'Ukraine. Donc la Russie perdante, un petit peu pour le prestige international, mais en réalité, voilà quoi. Et la Russie, ça fait depuis 2019, n'a jamais vraiment investi en Syrie. Elle a, pour ainsi dire, rien investi en Syrie. Rien, en réalité. En réalité.
À part ce que je vous ai dit, la maintenance militaire, pour jeter un œil aux Américains, aux Turcs, aux djihadistes, protéger vite fait Bachar el-Assad, voilà, c'est tout. Donc voilà quant aux antagonistes, qui perd, qui gagne. Et maintenant, l'avenir, l'avenir de la Syrie, eh bien, c'est un immense point d'interrogation. Car la Syrie, là, ça va devenir comme la Libye, c'est-à-dire avec des factions un peu partout. Et la Turquie, qu'est-ce qu'elle va faire en Syrie? Bah, pas grand-chose, elle va peut-être finir de chambouler les Kurdes, mais à savoir, les Kurdes, ils ne font qu'un avec l'armée américaine. Alors, si l'armée américaine s'en va, bah là oui, alors là la Turquie prend les Kurdes, voire même va prendre un pan du territoire syrien. Encore une fois, la Turquie très grande gagnante. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La Turquie, ça, elle la gagne surtout, surtout. Mais bon, nous verrons bien. Parce que si elle s'installe en Syrie, ça veut dire que ça va coûter très cher à la Turquie. Sans compter, bien évidemment, que c'est totalement illégal sur le plan international. Donc l'avenir de la Syrie est très 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 chaotique, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir ce que Al-Jaloni va faire, ce chef du HTS. Va-t-il se métamorphoser en un gentil djihadiste, hein, comme nous le disent les médias, hein, les médias qui apparemment l'ont placé médiatiquement. Donc ça y est, quoi, je vous traduis, hein. Les Américains ont choisi Al-Jolani pour être le futur chef de la Syrie, hein, éventuellement un futur président, nous verrons bien. Alors ça va être très 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 difficile parce qu'il y a toutes les autres factions djihadistes qui ne veulent pas rester dans l'ombre d'HTS. Bon bref, ça va être un chaos complet. Voilà, c'est futur, ça va être la Syrie maintenant, ça va être le chaos, ça va être un Irak bis, une Libye bis, et voilà. Et toujours comme origine, les Américains comme d'habitude. Voilà. Bref, ma conclusion définitive, Bachar el-Assad aurait pu redresser son pays, pour moi. Il aurait pu redresser son pays, voire même un pays prospère, s'il s'en était bien tiré, avec certes, de grosses concessions, particulièrement avec la Russie, et un petit peu de concessions à la Chine. Il aurait pu des petites concessions éventuellement aux pays arabes, pourquoi pas, en ressources. La Syrie est très riche en ressources. Voilà, il aurait pu faire tout cela, il aurait pu sauver son pays, j'en suis absolument certain. Il aurait pu, malgré les terribles fardeaux qu'il devait porter sur son épaule, je vous les ai déjà dit à maintes reprises, les djihadistes, les Américains, les sanctions, la Turquie, Israël, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Là, Bachar el-Assad, d'après aux dernières infos, il serait à Moscou, mais rien n'est confirmé. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, Bachar el-Assad, c'est fini, il n'existera plus, c'est terminé pour Bachar el-Assad. Maintenant, il fera partie de l'histoire. Et voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion sur la Syrie. Un avenir que je suppose très très sombre. Un destin similaire pour moi à la Libye. Et point final, j'ai été trop long comme d'habitude. Pardonnez-moi. En tous les cas, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un petit don éventuellement si vous appréciez mon travail. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.